Pendant des années, le monde de la tech a un peu tremblé devant ce récit qui semblait inévitable en fait. Le fameux dragon chinois du commerce en ligne, Alibaba. Ouais, le fameux tueur d'Amazon, quoi. C'est ça. On nous disait qu'ils allaient tout dévorer en Occident, que leur modèle était juste invincible. Surtout avec leur intelligence artificielle. Ça faisait peur à tous les géants américains. Exactement. Sauf que quand on met vraiment le nez dans les chiffres aujourd'hui, l'image qui ressort, elle est radicalement différente. Ah bah c'est le jour et la nuit. Voilà, on découvre une boîte dont les marges s'effondrent carrément, et le pire, c'est qu'ils se font battre sur leur propre terrain par une application qui était surtout connue pour ses vidéos de danse au départ. C'est fou quand on y pense. Bon, décortiquons tout ça, qu'est-ce qui s'est réellement passé en coulisses? Ce qui est fascinant ici, c'est l'écart monumental entre le mythe qu'on nous a vendu et la réalité actuelle. Pour vraiment comprendre l'économie numérique d'aujourd'hui, il faut arrêter de se laisser aveugler par les gros volumes de vente. Ou les compteurs d'utilisateurs qui explosent, quoi. Ouais, tout à fait. Aujourd'hui, la vraie puissance d'une boîte tech, c'est sa rentabilité structurelle et sa capacité à pivoter. Et le truc le plus révélateur pour commencer, c'est juste de regarder la bourse. Les valorisations. C'est ça. Début 2026, là, Amazon, ils sont toujours numéro 1 mondial. Leur valeur de marque est estimée à 866 milliards de dollars. 866 milliards, d'accord. Et en face, Alibaba stagne péniblement autour des 370 milliards. Waouh, moins de la moitié donc. Exactement. C'est pas juste un petit retard, c'est un gouffre absolu. C'est clair. Et ça remet complètement en question tout ce qu'on entendait. Du coup, notre mission pour cette exploration approfondie aujourd'hui, c'est de confronter ce vieux mythe à la réalité des données. Et on a de vraies données solides pour ça. Absolument. On s'appuie sur une enquête financière hyper détaillée qui est sortie dans Block News, là, en mai 2026. On a croisé ça avec les rapports officiels de la SEC, du Nasdaq, et puis les trucs de Statista et e-commerce Bridge. Franchement, pour ceux qui nous écoutent et qui suivent un peu la guerre tech mondiale... Ou même juste pour comprendre comment marche l'arrière-boutique de nos achats en ligne. Ouais, c'est le moment de réaliser que les gros titres sur la suprématie chinoise oublient souvent le contexte de base. Les données montrent de vraies failles structurelles chez Alibaba. Mais bon, avant de comprendre pourquoi ils se plantent à l'international, je pense qu'il faut d'abord regarder la forteresse qu'ils ont construite chez eux. C'est ça qui donne cette illusion de toute puissance. Leur domination en Chine, ça reste un cas d'école. C'est fascinant. Sur leur marché, ils ont longtemps eu l'air intouchables. Taobao et Tmall, leur plateforme historique, c'est 1 milliard d'utilisateurs. 1 milliard? C'est juste dingue. 1 milliard de consommateurs captifs. Et côté pro, le B2B, c'est pareil. En Asie-Pacifique, Alibaba.com, c'est près de 130 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Attends, 130 milliards juste sur le B2B? Ouais. Pour te donner une idée, Amazon Business prévoyait environ 65 milliards pour 2026. Ah ouais. Donc Alibaba fait littéralement le double d'Amazon sur ce secteur en Asie. Le double, ouais. Et la mécanique derrière tout ça, c'est pas juste qu'ils ont un grand magasin. C'est de l'intégration verticale extrême. En fait, c'est un peu comme si Alibaba avait construit une immense ville fortifiée futuriste, tu vois? Ouais, je vois l'idée. Ils possèdent absolument tout. Taobao, c'est le grand marché au centre de la ville. Ensuite, t'as Cainiao, leur réseau logistique, qui agit comme les routes et les camions. D'ailleurs, les chiffres disent que Cainiao gère 83% des retours de colis en Asie du Sud-Est. 83%, c'est un monopole de fait sur la circulation physique. C'est ça. Et puis t'ajoutes Alipay. Donc ils possèdent aussi la banque de la ville. Et Alibaba Cloud, qui fournit, on va dire, l'électricité numérique. C'est une métaphore parfaite. Mais si on relie cela à une perspective plus large, Vas-y. Ce modèle de la ville fortifiée, ce qu'on appelle un jardin clos, c'est justement ce qui les coince aujourd'hui. Comment ça? Regarde la stat qui tue. Sur les 1,1 million de dollars de revenus e-commerce d'Alibaba, devine combien vient de l'international? Je sais pas, 30%? 12%. Attends, vraiment? Seulement 12%? Ouais. Moins d'un huitième de leurs revenus arrivent de l'extérieur. Alors qu'Amazon, c'est environ 50% de leurs revenus qui viennent de l'international. D'accord, donc Alibaba, c'est un géant, mais un géant enfermé. Roi de 1,3 milliard de personnes, mais incapable de sortir de son jardin clos. Exactement. Le constat est sans appel. Mais du coup, puisque le marché chinois est saturé, la logique voulait qu'il s'étende à fond à l'international, non? Les investisseurs, ils veulent toujours plus de croissance. Bah oui, c'était le plan. Sauf que les données montrent cette expansion a frappé un vrai mur. Et en même temps, ils se sont fait attaquer de l'intérieur. Ouais, les moteurs de croissance sont complètement à sec. J'ai vu les chiffres d'octobre 2025. Taobao et Tmall font du plus 1,3% et du plus 0,9%. Dans la tech, moins de 1% de croissance, c'est l'électrocardiogramme plat, hein. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que pendant que ces deux dinosaures stagnent, t'as un autre acteur qui a complètement explosé en Chine, TikTok.
Enfin, Douyin, genre version locale, ouais. C'est ça, avec Douyin Shop. Leurs volumes ont fait un bond de 59,4%. Ils ont atteint 105 milliards de dollars. Et Pinduoduo est à plus 12,6%. C'est énorme. Mais comment une boîte comme Alibaba, qui devait tuer Amazon, se fait disrupter chez elle par une appli de playback et de vidéos courtes? En fait, c'est un changement radical de la psychologie des acheteurs. Taobao ou Amazon, c'est du commerce d'intention. Je veux un truc, je le tape dans la barre de recherche. Voilà. Tu cherches, tu compares, tu achètes. Mais Douyin, c'est du commerce de découverte. C'est l'algorithme qui fait tout. Tu regardes des vidéos pour te marrer, l'algo analyse la moindre seconde où tu t'arrêtes et paf, il te pousse un produit que tu cherchais pas du tout. Mais que tu as soudainement très envie d'acheter. C'est ça, l'achat devient impulsif, c'est social, c'est du divertissement. Et Alibaba a complètement raté ce virage. Ils sont restés sur de la recherche, pas sur du divertissement algorithmique. Ah ouais, je vois le piège. Ça explique pourquoi ils perdent à domicile. Mais à l'étranger, on nous a rebattu les oreilles avec AliExpress en Europe ou Lazada en Asie. Pourquoi ça a coincé ailleurs? Parce que le monde entier, c'est pas la Chine. L'erreur d'Alibaba, c'est de croire qu'ils pouvaient copier-coller leur modèle. La fameuse méthode forte. Ouais. Mais en Asie du Sud-Est, avec Lazada, ils sont tombés sur des boîtes ultra agiles comme Shopee. Des acteurs locaux qui comprenaient beaucoup mieux les cultures et la logistique de chaque pays. Et pour AliExpress en Europe et aux États-Unis? Là, le problème, c'est qu'AliExpress, c'est surtout un canal direct pour les usines chinoises. Ils pensaient qu'une logistique centralisée depuis la Chine pouvait battre Amazon. Envoyer des petits colis un par un depuis l'autre bout de la planète. Voilà. Alors qu'Amazon, ils ont construit des entrepôts gigantesques à 5 km de chez toi pour te livrer le lendemain. AliExpress te promettait 2 ou 3 semaines. Forcément, face à Prime, ça tient pas la route. Donc là, ils ont un mur de tous les côtés dans le commerce de détail. Du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils tentent un pivot désespéré. Vers le cloud et l'intelligence artificielle. Voilà, pour retrouver ce statut de géant tech. Mais quand tu regardes le coût de ce pivot, c'est un bain de sang. Les chiffres du deuxième trimestre de l'année fiscale 2026 sont terrifiants. C'est un effondrement pur et simple de la rentabilité. Vas-y, donne-nous les stats. Les bénéfices non GAAP, donc sans les petites manipulations comptables, ont chuté de 71%. 71% de chute. Et l'EBITDA ajusté a plongé de 78%. L'EBITDA, juste pour rappeler, c'est le vrai cash généré par les opérations, avant les impôts et tout, non? Exactement. C'est le cœur de la machine à billets. Et là, le cœur est en train de s'arrêter. Et pendant ce temps-là, il balance 53 milliards de dollars d'investissement sur 3 ans entre 2026 et 2028. Uniquement dans le cloud et l'IA. Uniquement ça. Et le visage de tout ça, c'est Cowen, leur intelligence artificielle. Et tu sais quoi? Si tu regardes juste les volumes, tu te dis « Waouh, ça marche de fou !» Les 700 millions de téléchargements sur Hugging Face, ouais. C'est ça, une croissance à 3 chiffres sur 9 trimestres. Ils ont même claqué 431 millions de dollars en pub juste pendant le nouvel an lunaire 2026 pour passer devant Tencent et Baidu. Ça fait des beaux graphiques pour les réunions, c'est sûr. Mais en vrai, c'est comme si tu organisais un méga concert dans un stade de 80 000 places et que tu donnais tous les billets gratuitement. Le soir même, le stade est plein, l'ambiance est ouf. Mais à la fin, quand les lumières s'éteignent, l'organisateur réalise que personne n'a payé, personne n'a acheté de bière et c'est lui qui doit payer l'électricité et le groupe de sa poche? C'est une excellente analogie. Et cela soulève une question importante. Comment tu rentabilises tout ça? Oui, parce qu'ils vendent pas les places en fait. Alibaba affiche 34% de croissance des revenus. Cloud, super. Mais le vrai secret industriel derrière les volumes de l'IA-QN, c'est qu'il y a zéro monétisation. Zéro. Zéro! La rentabilité n'existe pas. Alibaba vend du volume. Mais on pourrait dire que c'est pareil chez nous, non? Dans la Silicon Valley, Microsoft, Google, Amazon, ils brûlent aussi des milliards pour l'infrastructure IA en ce moment. Pourquoi c'est génial pour eux et un mirage pour Alibaba? Parce que les géants américains ont une machine à cash qui tourne déjà à plein régime pour financer ses paris. Regarde Amazon AWS. Ouais, le cloud d'Amazon. AWS imprime de l'argent. Ils ont un rythme de revenus annualisé de 142 milliards de dollars, en croissance de 24%. 142 milliards? Mais le plus fou, c'est leur carnet de commandes. 244 milliards de dollars de contrats déjà signés et verrouillés sur plusieurs années avec des entreprises. Ah ouais, donc ils ont une visibilité totale sur l'avenir. Sur 5 ans. Ça leur donne un matelas financier de malade. Amazon vend du profit garanti à long terme, pendant qu'Alibaba vend du volume gratuit pour gonfler ses stats. Donc Alibaba brûle son cash sans filet de sécurité,
Et le pire, c'est que brûler des milliards en espérant un monopole dans 10 ans, c'est très Silicon Valley, ça. Les investisseurs occidentaux l'acceptent. Mais Alibaba, ils sont en Chine. Et c'est là que le bas blesse vraiment. Ils opèrent sous la tutelle de Pékin. C'est peut-être ça leur vrai plafond de verre. C'est ce que j'appelle la cage dorée. Faut pas oublier la fameuse amende antitrust de 2021. Ah oui, les 2,6 milliards de dollars, ça avait fait grand bruit. C'était la fin de leur expansion sans limite. Depuis, c'est restructuration sur restructuration. En 2023, on leur dit de se diviser en 6 unités. Et puis en 2024, hop, volte-face, on regroupe tout sous la direction du PDG Eddie Wu. Et ça, c'est pas pour l'efficacité, on est d'accord. Pas du tout. C'est pour que Pékin puisse mieux contrôler la bête, surtout avec le tournant économique qu'ils prennent en ce moment. Les sources de Block News parlent du 15e plan quinquennal chinois, là, 2026-2030, et les règles ont complètement changé. Le gouvernement a baissé l'objectif de croissance du PIB entre 4,5 et 5%. Fini l'expansion sauvage. C'est ça. Maintenant, Pékin exige la qualité de la croissance. Ils veulent des bénéfices, ils veulent de la stabilité. Et ça pose un énorme problème pour Alibaba. Mais il y a aussi un autre truc, très inquiétant pour les investisseurs internationaux. C'est la structure vie. L'entité intérêt variable, c'est ça? Oui. En gros, la loi chinoise interdit aux étrangers de posséder des parts dans leurs entreprises tech. Donc Alibaba a créé une société écran aux îles Caïmans, par exemple. Donc quand tu achètes une action Alibaba à New York, tu n'achètes pas vraiment Alibaba. Non, tu achètes la société écran, qui est liée à la vraie entreprise en Chine, par des contrats hyper complexes. La SEC, le gendarme de la bourse américaine, n'arrête pas de tirer la sonnette d'alarme là-dessus. Parce que si Pékin se réveille un matin et dit « ces contrats sont illégaux », ta société écran devient une coquille vide instantanément. Les investisseurs perdraient tout. C'est une vraie épée de Damoclès. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au final? Comment tu peux gagner une guerre mondiale contre Amazon ou Microsoft si ton propre gouvernement change les règles tout le temps, exige des profits immédiats, alors que tu as un besoin vital d'investir des milliards? Tu peux pas. Et c'est la grande faiblesse d'Alibaba. Amazon opère librement, selon les règles du marché. Alibaba est tenu en laisse. Le gouvernement chinois va pas les nationaliser, ça ferait trop peur aux marchés mondiaux. Ce serait un suicide financier. Mais il dicte les termes. Donc Alibaba se retrouve prisonnier à l'étranger, incapable de battre les locaux, et fliqué chez lui. C'est fascinant. Cette plongée nous montre bien qu'il faut toujours aller voir derrière les communiqués de presse un peu trop enthousiastes, quoi. Ouais, les téléchargements et les utilisateurs, ça remplace pas un business model qui marche. Pour dominer la tech mondiale, il faut une liberté d'action et une rentabilité de fer, comme AWS pour Amazon. Et ça manque cruellement à Alibaba aujourd'hui. Leur tentative de sortir de Chine s'est écrasée contre la réalité des coûts logistiques et des concurrents locaux. Et tu sais, ça m'amène à une pensée finale. Un truc qu'on n'a pas vu dans l'enquête, mais qui pend au nez de tous ces systèmes. Vas-y, je t'écoute. On a vu qu'Alibaba galère à l'international à cause des coûts de transport depuis la Chine. Mais imagine un instant si l'Occident, l'Europe ou les États-Unis décidaient soudainement de changer ces lois douanières. Ah, tu veux dire avec des taxes écolo? Non, exactement. S'ils imposent des taxes écologiques massives sur le fret aérien ou s'ils suppriment les franchises de douane sur tous ces petits colis à bas prix qui inondent nos marchés, qu'est-ce qu'il resterait de plateformes comme AliExpress? Ce serait la fin de leur modèle économique, purement et simplement. Le fameux jardin clos de Pékin finirait par être emmuré de l'extérieur, isolé définitivement par des barrières commerciales. Le soi-disant tueur d'Amazon serait coincé pour de bon. Bref, ça montre bien qu'il faut toujours creuser plus loin que les belles histoires. Merci pour toutes ces analyses, c'était vraiment éclairant. Avec grand plaisir. Et pour ceux qui nous écoutent, continuez de remettre en question les grands récits économiques et de chercher les vrais chiffres. À la prochaine!